On démarre ce journal avec les suites du conflit MyFerryLink à Calais. Les différentes parties prenantes du dossier étaient réunies hier à Paris au ministère des Transports et après 8 heures d'entrevue, un nouveau protocole d'accord a été rédigé. Chacun va désormais étudier les propositions et tout le monde a de nouveau rendez-vous au ministère lundi prochain pour finaliser ou non ce protocole. Pour rappel, fin juillet, les 487 salariés de la SCOP 6 France ont été licenciés et aujourd'hui l'entreprise danoise DFDS propose de reprendre 202 employés. Eurotunnel de son côté conserverait 130 salariés pour l'exploitation d'un navire de fret. Lundi prochain, il s'agira donc de la 7e journée de réunion organisée pour tenter de sortir MyFerryLink de la crise qui dure depuis le mois de juin. Que deviennent tous ces objets que l'on égare ou que l'on oublie parfois dans le train? Eh bien, la plupart du temps au service des objets trouvés. Selon la SNCF, il y aurait bien plus de personnes honnêtes que l'on ne pense. Plus d'un objet sur deux oublié dans le train se retrouve généralement dans ce service. Téléphone portable, ordinateur, portefeuille, valise ou autre encore. La réserve des objets trouvés de la gare Lille-Europe regorge de surprises. Ici sont regroupés 80% de ces objets perdus ou oubliés dans les trains régionaux. Et pour récupérer son bien, sachez qu'il faut payer en fonction de la valeur de l'objet. Vous avez en fait un mois, jour pour réclamer votre bien. Autrement, votre précieux sera vendu aux enchères ou donné aux bonnes œuvres. Précision avec la responsable du service à la gare Lille-Europe au micro de Sophie Laden. Les objets les plus fréquemment trouvés, donc c'est effectivement les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui est valises, sacs, tout ce qui est bagagerie, également beaucoup de vêtements. Après, en objets insolites, on a pas mal de vélos qui sont oubliés, pas mal de vélos, de poussettes. On a également eu des fauteuils roulants, des déambulateurs ou des béquilles qui ont été oubliés dans les trains. Et puis toutes sortes, on retrouve vraiment de tout, je dirais. Il y a eu un billard une fois qui a été retrouvé, un cadeau de Noël qui est encore emballé, donc la table géante qui était dans le... Voilà. On a eu une télévision, écran plat, bon, il y a un chien. Le client avait oublié de prendre son chien en descendant. Il a appelé 1 heure après paniqué, il avait oublié. Voilà, et donc il a été ramené ici. On enchaîne avec la sélection internationale de la Coupe Louis Le Saffre. Cette semaine à Marquette, les Lilles pour la zone Europe. 11 pays ont rendez-vous pour cette Coupe du Monde de la boulangerie. La France est bien évidemment représentée, de même que la Belgique ou l'Italie, ces 3 pays ayant déjà concouru hier. 3 catégories sont au menu des participants. La baguette et les pains du monde, la catégorie pièces artistiques et enfin la viennoiserie. Plusieurs grands noms de la boulangerie figurent au jury pour départager les candidats. Les 3 meilleurs Européens participeront à l'épreuve mondiale en 2016. L'objectif du concours, c'est de donner plus de visibilité aux boulangers du monde entier, mais aussi d'identifier de jeunes talents du milieu de la boulangerie afin de les aider dans leurs évolutions. Précision au micro de Pauline Lermite. Souvent, on nous dit, mais les concours, c'est pour des boulangers d'élite. Alors moi, je répondrais tout simplement oui, et heureusement, parce que c'est les grands hommes qui poussent les autres. Et il nous faut des boulangers d'élite pour faire progresser la panification au niveau mondial. Et donc, en fait, ces boulangers, non seulement sont des personnes de talent, mais des personnes de talent qui savent aussi transmettre leur savoir-faire. Et donc, il faut des leaders. Et bien entendu, leur créativité, c'est très important. La transmission du savoir-faire est également vitale. C'est comme ça qu'on fait progresser, tout le monde et une profession notamment. Et puis retour en images sur la 14e édition du Guidon d'Or et Élémois hier soir. La course cycliste au plateau toujours très relevée, accueillait notamment Alexis Vuillermoz, vainqueur de la 8e étape du dernier Tour de France. Mais la grande nouveauté cette année à ALM, c'était l'ouverture du parcours aux féminines. 12 femmes au départ de ce premier critérium féminin. Et malgré la pluie battante hier soir, le spectacle était au rendez-vous sur les quelques 50 km du parcours. Côté masculin, la tête d'affiche Alexis Vuillermoz a donc tenu son rang en s'imposant devant le nordiste Florian Sénéchal. Avant cela et avant la pluie, les enfants avaient quant à eux profité d'un temps plus clément pour tester des animations prévues par l'organisation et notamment ces vélos fous. Retour sur cette 14e édition du Guidon d'Or avec l'organisateur ALM hier au micro de Clémence Rodin. ALM est une commune où le vélo a toujours eu une place prépondérante, avec le club de l'ASH cycliste Élémois qui a vu notamment la sortie de grands champions au niveau national tels que Laurent Desbiens.
tels que Juliette Van de Kerkhove, qui a été plusieurs fois championne du monde de cyclisme. Voilà, de grands noms sont sortis de ce club et de cette très belle école de cyclisme qui est la SH Cyclisme Élémoise. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction aujourd'hui, mardi 25 août. On enchaîne dans un instant avec les prévisions météo et surtout la météo des plages, l'infotrafic à suivre dans une poignée de secondes.